Si je fais ça, ça marche bien? Ça marche bien. Euh, Rapidement, je me présente Maxime Pavlak, data scientist curieux. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et les autres plateformes des réseaux sociaux. Je m'attarde pas trop là-dessus. À droite, j'ai grandi depuis, mais grosso modo, voilà à quoi je ressemble. J'ai démarré il y a quelques semaines en fait un MOOC. J'ai vu ça sur Twitter, MLOps Zoom Camp. Et en fait, c'est un MOOC, mais via Zoom. J'ai été intéressé par le format et également évidemment par le sujet. Et donc j'ai commencé à le suivre, donc il est toujours en cours, mais il y a, je crois qu'il y a huit modules en tout qui permettent entrer en détail dans ce sujet-là, avec des travaux pratiques, des TP, pas mal de choses quand même assez complet pour quelque chose qui est fait de manière open source et disponible. Et donc mon objectif à travers cette série de vidéos que je commence ce soir, c'est de vous faire une synthèse en fait de ce que je retiens. Comme ça, moi, j'apprends encore plus. Et vous avez un condensé beaucoup plus rapidement qu'en faisant tous les, je sais pas, les 8 semaines de MOOC. L'audience, principalement, c'est les data scientists et les ingénieurs en machine learning, évidemment pour que eux puissent appliquer ces concepts-là directement, mais également finalement les profils qui gravitent autour avec donc les ingénieurs logiciels et également les data engineers, les ingénieurs data qui vont mettre en place tout ce qu'il faut autour des data scientists, et notamment pour mettre tout ce qui est modèle en production ou en tout cas en opérationnel. Alors les prérequis sont nombreux, mais à chaque fois demandent un niveau assez basique. Python, évidemment, langage de prédilection pour tout ce qui est data science. Docker, ça va être pour tout ce qui va être déploiement et reproduire les différents environnements de travail. La ligne de commande pour tous les outils qu'on va installer et lancer. Évidemment du machine learning, euh, c'est un peu mieux, et de la programmation, donc voilà, les deux sont liés. Effectivement, si vous ne savez pas programmer, vous ne connaissez rien en machine learning, ça va être un peu compliqué de faire, de comprendre de quoi on va parler sur cette série de vidéos. Alors aujourd'hui, on va tenter de voir ça. À vrai dire, je ne sais pas si on aura le temps. Il y a quand même pas mal de contenu. Mais on va démarrer, on verra bien. Donc, petite introduction au MLOps dans un premier temps. Dans un second temps, on présentera donc l'outil qui va nous servir de référence MLflow. Et en fait, à travers MLflow, on parlera successivement de management de modèles, de registre de modèles, et ensuite on le remettra en pratique dans ces aspects-là. Alors, première partie, introduction. Donc, en général, quand vous commencez la data science ou le machine learning, vous êtes sur des POC, sur des prototypes, vous avez des notebooks Jupyter, vous avez des jeux de données, enfin tout est assez simple, vous reproduisez, vous êtes en local ou avec une petite équipe, vous êtes sur Kaggle, sur un environnement contrôlé, vous faites votre modèle, vous faites vos prédictions, vous soumettez vos résultats et puis c'est fini. Pareil pour la R&D, vous faites vos explorations, vous partagez avec vos collègues, vous synthétisez ça dans un rapport et vous le soumettez à vos supérieurs ou vous publiez votre papier. Sauf que bah, ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas uniquement ça la vraie vie plutôt. L'idée c'est que il y a plein de choses qui ne sont pas incluses là-dedans. En général, dans le, dans le processus en fait, de machine learning, donc il y aura une phase de design, de réflexion, de conception, première phase, puis d'entraînement, où on va trouver les paramètres, le modèle et tout ce qui va avec pour faire nos prédictions. Et ensuite, la dernière phase à opérer, c'est l'opérationnel, le fait d'utiliser notre modèle pour faire des prédictions. Cette dernière phrase, il ne faut pas l'oublier puisque on ne fait pas des prédictions pour la beauté des prédictions, on fait des prédictions pour résoudre un problème business, un cas d'usage qui va permettre de prendre de meilleures décisions par la suite. Juste en dessous, là, on a ces trois cercles concentriques qui montrent le processus itératif de la, de la, de la data science, enfin du machine learning. C'est que d'abord on explore, on teste, on évalue, on explore, on collecte de la donnée. En continuant à faire ça, on va raffiner notre modèle, c'est le deuxième cercle. Et puis ensuite, le troisième cercle, pardon, c'est ce qu'on va voir
justement dans cette série de vidéos, c'est le déploiement et l'intégration de ces modèles-là. Et ça va forcément générer plein de questions sur le monitoring, sur la maintenance du modèle, peut-être sur la définition de nouvelles tâches. On va le voir. Ah, il y a Microsoft qui a publié un article sur son site web qui est assez intéressant et qui permet de définir la maturité en fait de, de votre démarche MLOps. Et donc ils ont défini 5 niveaux qu'on va rapidement passer en revue. Donc un premier niveau où finalement il y a qu'une automatisation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Vous faites une compétition Kaggle, vous avez un Jupyter en local, vous lancez, ça fonctionne. Et puis progressivement, vous allez automatiser certaines choses. On va s'inspirer des pratiques venant du DevOps, puisqu'en fait le MLOps, c'est simple, enfin, on s'inspire de ça, hein, sauf qu'on ne l'applique pas au développement logiciel, on l'applique au machine learning. Et à la fin, donc en niveau 4, ça ressemble d'ailleurs beaucoup au niveau de la conduite autonome des voitures. Au niveau 4, tout est automatisé entre le moment où vous recevez des données, où votre modèle est à jour. Ça va faire un ensemble de tests et ça va déployer tout ça automatiquement. Alors si on commence par le premier c'est le plus simple à définir. On a, je pense, tous commencé par ça. On a un notebook Jupyter, on a réussi à installer Jupyter, on est content, ça fonctionne, on importe nos bibliothèques manuellement, on fait nos entraînements, on teste nos modèles, on teste nos petits bouts de code qui vont nous permettre de lire nos data frames, etc. Et ensuite on déploie, en général on commence toujours par Flask et on monitore en testant manuellement. Première étape. Deuxième étape, on commence à en avoir marre de lancer tout le temps nos notebooks Jupyter. Donc on va commencer à créer des scripts et des pipelines, donc des fichiers Python qu'on va pouvoir automatiser euh, doucement et encore, c'est pas sûr. On commence à introduire quelques tests. Du coup, le déploiement devient un peu moins pénible, mais ça reste pénible. Deuxième partie, là on va commencer à faire du tracking d'expérience, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va un peu modifier la configuration de notre projet, on va le traquer, on va noter les scores, on va noter les features qu'on a créées. On va contrôler donc notre training, contrôler notre modèle testing, continuer à faire des tests. Le déploiement est toujours moins pénible, mais vraiment là, cette partie 2, ça se concentre sur la partie contrôle du training, des expériences qu'on va mener. Salut Étienne, comment tu vas? Je t'ai vu passer sur Combini la dernière fois, j'étais impressionné. Troisième niveau, où là on va être sur un environnement beaucoup plus carré. On va se rapprocher d'un environnement de développement logiciel avec un environnement de train, de test, de prod, des environnements qui sont close, sandboxés à chaque fois. On rajoute des tests unitaires et là le déploiement, on l'intègre dans une pipeline d'intégration continue et de déploiement continu. Donc ça devient agréable une fois la configuration passée. Et enfin la dernière étape, voilà, la dernière étape, bah là du coup on a un environnement complètement fusionné avec les data engineers. Et là on a vraiment ce qu'on appelle du continuous machine learning. On a des pipelines dans tous les sens, de la récupération des données, création des features, enregistrement des features, entraînement du modèle, modèle testing, toutes nos fonctions sont testées. Et on passe aux étapes suivantes dans nos pipelines en fonction des résultats de ces tests. Et là, donc, gros changement, c'est que du coup, à l'aide des data engineers, on a réussi à monitorer notre modèle en production. Donc, on connaît ses performances, on monitore également les données pour voir s'il n'y a pas d'écart par rapport aux données d'entraînement, si elles ont bien la même distribution, s'il n'y a pas un changement de contexte, etc. Donc, c'est le niveau 4. Bon, ça, je passe, puisque en fait, c'est le détail de ce que je viens de dire. Hop, vous retrouverez les slides en mettant pause, tout simplement. Ce que je viens de présenter, donc c'est un retour d'expérience de la part des ingénieurs de chez Microsoft. Ça reste un framework de pensée. Bien évidemment, dans la vraie vie, il va falloir s'adapter, prendre ici ou là ce que vous pouvez mettre en place en fonction des contraintes de ressources, de temps. Toujours le même souci.
Alors maintenant, on va faire une petite démo pour introduire la suite. On va prédire la durée d'un trajet de taxi à New York. Donc ça va être le projet fil rouge. Pour ça, donc le pipeline qu'on va envisager, ça va être donc de charger, de préparer les données. On va faire des choses extrêmement basiques. On va vectoriser euh, les features et on va l'entraîner. Alors, du coup, là, je vous balance tout le code, comme ça on en parle tout autour. Est-ce qu'on voit mon curseur? On voit pas mon curseur. Bon, c'est dommage. C'est dommage ça. Bon, donc bah, l'idée c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait au début? Donc on charge le fichier. On charge un fichier CSV qui contient l'ensemble des paramètres, enfin des échantillons qu'on a sur les trajets. On convertit deux colonnes en datetime. Voilà, donc si c'est en parquet, on n'a pas besoin de faire ça, ça le fait automatiquement. Si c'est en CSV, il va falloir faire ça. Ensuite, on rajoute une colonne durée, qui est la différence entre la date du drop-off et la date du pick-up. On convertit ça en minutes avec, avec ce apply là. On ne garde que les trajets qui durent plus d'une minute et moins d'une heure. En fait, avec une rapide exploration, on trouve que c'est la majorité des cas et ça enlève beaucoup de, ça enlève tous les outliers. Je crois que de mémoire, il y a même des trajets à plusieurs heures, donc c'est un peu déconnant. On va garder deux colonnes, donc Pickup Location ID et Drop-off Location ID, euh, qui, euh, qui vont nous permettre simplement, on va baser notre durée là-dessus. Et on convertit ça en string. Là, on le fait sur le train et le val, et on regarde rapidement donc la longueur des données qu'on a. Donc on a environ 74 000 données sur le train et 62 000 sur la validation. On a chargé nos données. Qu'est-ce qu'on fait après? Du coup, on crée une feature qui est simplement la concaténation de l'ID de l'endroit du pick-up et de l'ID du drop-off pour le train, pour le val. Donc là, on a une feature. Voilà, donc on transforme nos deux ID en une seule feature. Et en numérique, on va uniquement garder la distance du voyage. On vectorise tout ça pour l'entraînement et la validation. Et voilà, et donc là, on a nos deux jeux de données qui sont prêts. Alors tu me dis, des podcasts en fond, c'est compliqué. Ah, c'est pas faux. Les podcasts musicaux, on en reparlera. Très bien. La semaine prochaine d'ailleurs, si on déjeune ou c'est un truc en soirée. Cette semaine, c'est pas possible, mais la semaine prochaine, on peut se faire un truc. On peut se faire un truc. Voilà, je lance l'invitation. Et notamment avec Mathieu Hage. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Donc il faudrait trouver un soir ou un midi où lui il peut aussi. Ça serait cool. La cible qu'on a, donc c'est la durée, ce qu'on veut prévoir. Donc là, on construit notre data frame de target. Et là, on fait un premier modèle de régression linéaire très basique. On met aucun hyperparamètre. On l'entraîne, on prédit et on mesure la MSE sur ça, la RMSE, puisqu'on a un score égal false. Et on a un score de 7,48. Donc on se trompe de 7 minutes 48. Ce qui est quand même assez conséquent. Mais le but, c'est pas d'avoir un bon modèle, c'est juste d'avoir un modèle à mettre en production. Ici, donc, on enregistre notre modèle LR et notre vectorizer dans, dans ce bin, dans ce bin là, tout simplement. Voilà pour la première partie d'introduction sur le MLOps, pour les grands conseils, les grands concepts.
et la mise en place d'un notebook avec un modèle qu'on vient d'enregistrer. Maintenant, on va traquer un petit peu les expériences et on va montrer comment avec MLflow on peut manager tout ça beaucoup plus facilement qu'à la main. Avant cela, quelques petites définitions. Euh, ML Experiment, donc une expérience ML, ça va être l'ensemble des étapes qu'on va faire pour construire un modèle. Un run d'expérience, ça va être un essai, une combinaison qu'on va essayer. Un artefact de run, ça va être justement n'importe quel fichier associé à un run, à un essai. Et ensuite, on va avoir des experiment metadata, donc des metadata sur les expériences. N'importe quelle info sur un run, donc le nom du modèle, la source, la performance, les métriques, un tag, l'auteur, etc. Et grosso modo, dans cette phase donc, de tracking, on va traquer tout ce qui est important sur l'expérience, donc le code, l'environnement, la version des données qu'on a utilisées, la combinaison des hyperparamètres. Le but, bien sûr, c'est de reproduire tout ça, de tracer, d'analyser euh, et d'avoir un suivi global au long terme, de partager également avec ses collègues beaucoup plus facilement. Bon, voilà ce que je viens de dire. Donc, reproductibilité, organisation et optimisation. Alors, la première étape, c'est de le faire dans des. Alors, moi, je le fais dans mes notebooks Jupyter. C'était pas forcément pratique, mais au moins, ça permettait d'avoir quelque chose qui était écrit et on n'avait pas besoin de relancer le notebook. Deuxième étape, on a un spreadsheet comme ça. Vous remarquerez quand il y a un fond vert, une colorimétrie, ça c'est le niveau plus de manipulation de spreadsheet. Et bah, tant qu'à faire, on va utiliser des outils qui sont beaucoup plus appropriés, beaucoup plus simples, puisque spreadsheet, ça va être propice à introduire des erreurs, il n'y a pas de format, la visibilité n'est pas forcément top, la collaboration est compliquée. Si on rajoute des hyperparamètres ou des données entre le modèle 2 et le modèle 3, il faut rajouter des colonnes. Enfin voilà, vous avez peut-être déjà expérimenté ça, ce n'est pas forcément très agréable. D'où MLflow, le grand, le fameux, le magnifique, qui est défini comme une plateforme open source pour le cycle de vie du machine learning. Ça a été développé par Databricks, donc des gens très respectables et très très bons. Euh, ouais, voilà, et c'est un des grands classiques de plateforme pour, euh, pour démarrer le MLOps en open source, puisqu'on le verra par la suite, il y a d'autres alternatives en SaaS qui vont émerger, qui sont beaucoup plus complètes, mais évidemment qui coûtent un peu plus cher. Dans MLflow, on va retrouver 4 modules: tracking d'expérience, gestion des modèles, un registre de modèles et, et un module de project. Lorsqu'on va tracer des expériences avec MLflow, on l'a vu tout à l'heure, on va pouvoir traquer des paramètres, des métriques de performance, des metadata, des fichiers quelconques et évidemment les modèles. Et en même temps, il va loguer toujours le commit lié à l'expérience en cours, la durée, donc avec le début et la fin, et l'auteur. On va vraiment pouvoir avoir de base, on a ça qui est mis en place. Ça va être très pratique. Alors, petite démo, lorsque vous installez MLflow et que vous tapez donc la commande MLflow dans votre terminal, vous voyez tout de suite, on a différentes commandes. On va pouvoir faire lister les artefacts, connecter avec Azure ML, connecter avec SageMaker d'Amazon, voir les expériences, lancer le serveur et lancer l'interface graphique locale. On va voir ça en détail. En général, la commande qu'on lancera en premier, c'est MLflow UI pour lancer l'interface graphique. Et là, on précise un backend store, ça va être justement pour la partie registre des modèles. On en parlera un peu plus tard, mais ce qu'il faut retenir, c'est MLflow UI, une commande, et on obtient ça, donc une interface, où à gauche, on va voir la liste de nos expériences. Ici, on a l'expérience par défaut. Et au milieu, la liste des runs qu'on a fait.
pardon, chaque run avec la durée, le user et la métrique ici qu'on a choisi de suivre, la RMSE. Comment on va mettre ça en place? Bah, c'est assez simple. On importe MLflow, on lui donne donc le tracking ici du Luri, le nom de l'expérience, donc New York City Taxi Experiment. Et ensuite, on va simplement on va reprendre le code qu'on a mis tout à l'heure. Là, évidemment, bien sûr, qu'on exécute cette cellule-là, la première, il vérifie si l'expérience existe. Si elle existe, il la récupère. Si elle n'existe pas, il la crée. Et donc, il crée ici, on voit la position, un mailruns 1. Donc, l'ID de cette expérience, ça va être 1. Elle est active. Et dedans, on va pouvoir ranger tous nos runs. Pour le traquer, on va devoir entourer donc l'ensemble de nos éléments de logging avec mlflow.startrun. Ici, donc, on vient définir un tag développeur. On vient loguer des paramètres, donc les chemins d'accès du jeu d'entraînement et du jeu de validation. On vient loguer sur cette ligne-là. Je dis cette ligne-là, mais vous ne voyez pas mon curseur, donc c'est débile. Le paramètre alpha. On entraîne notre paramètre. On calcule la RMSE et on log la RMSE. Du coup, là, quand on retourne sur MLflow, on voit à gauche, on a une nouvelle expérience. Ici, donc on a tenté une première fois, ça a échoué. Et la deuxième fois, ça a réussi. Donc ça a duré 8 secondes. Les RMSE de 11,17 et le alpha est de 0.01. Donc ça a fonctionné. Quand on clique dessus, on va arriver sur cette page-là où on va voir un peu plus de détails. Un peu plus visuel aussi si on a beaucoup plus de paramètres. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire de l'optimisation. Donc on va tester un ensemble de combinaisons d'hyperparamètres et on va voir comment MLflow peut gérer ça. Donc là, en gros, on change pas grand-chose. On lance juste, donc on change le modèle. Donc là, on est sur un XGBoost. Euh, L'espace de paramètres, on l'a défini un peu plus haut. Bon, il n'est pas visible, mais on l'a défini un peu plus haut ici. Et une fois qu'on a fait ça, on va récupérer donc le RMSE du meilleur modèle. Voilà, l'espace de recherche, il est là. Et là, on appelle la fonction objectif qu'on a définie juste avant. Une fois qu'on a lancé ça, donc on va récupérer le run qui nous donne les paramètres optimaux. Donc on voit les paramètres optimaux qu'il a obtenus pour ce boost avec cette valeur du taux d'apprentissage, la profondeur maximale, etc. Qu'on a tout ça. Et ça veut dire que le collègue qui passe les prénoms va pouvoir reproduire facilement, récupérer ce modèle-là, ou le déployer en prod, ou faire ce qu'on veut. Euh, Après plusieurs jours d'exploitation, vous allez avoir pas mal de tests et d'expériences. Donc vous allez sûrement avoir quelque chose qui ressemble à ça, avec plein de tests et de valeurs différentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir sélectionner toutes les valeurs, enfin tous les runs ici, et les comparer entre eux. Ou comparer différents paramètres. Et voir comment ça influe, voir si ceux qui ont des RMSE faibles, ils ont plus tendance à avoir un taux d'apprentissage élevé ou une profondeur maximale basse, etc. C'est assez intéressant de pouvoir jouer avec ça pour comprendre comment le modèle évolue en fonction des hyperparamètres qu'on lui donne. Donc là, on peut faire aussi une carte de chaleur. Bon, là, on a en X le taux d'apprentissage, en Y le poids des enfants minimum et en Z la RMSE. Donc plus c'est foncé, plus la RMSE est faible, donc c'est ce qu'on cherche. Plus c'est blanc, plus l'erreur est grande, c'est pas ce qu'on cherche. Donc là on voit que finalement, en fonction des différentes combinaisons, on est plutôt ici. Sur certaines bibliothèques de base, il y a MLflow qui intègre une fonction qui s'appelle autolog, qui est assez pratique puisque en fait ça va loguer tous les paramètres du modèle sans qu'on ait à les rentrer à la main comme on l'a fait précédemment. Il suffit de faire xgboost.autolog et ensuite on entraîne notre paramètre automatiquement et MLflow se charge du reste.
Ce qui fait que si on retourne sur MLflow après, on a ici tous les paramètres du modèle et pas ceux qu'on a logués. Donc on a tout, tout simplement. Et ensuite, ça c'est justement quand on va faire de la cross-validation, on va pouvoir aussi stocker les différentes valeurs de la RMSE sur le jeu de validation en fonction des différentes itérations. Assez pratique justement pour pouvoir à partir de quand ça vaut plus la peine d'itérer. Donc là sur cette slide, donc à gauche on a les différentes valeurs et à droite on a les métriques avec leur évolution, les différentes évolutions en fonction de pendant la recherche d'optimisation, différentes valeurs. Donc là la meilleure itération c'était la 965, ça s'est arrêté à l'itération 999 et sur toutes ces itérations-là, la meilleure validation, la RMSE de validation la meilleure, c'était 6,291. Une fois qu'on a ce modèle sur MLflow, on va pouvoir aller récupérer les artefacts. Puisque donc, avec Autolog, ce qu'il va faire, c'est qu'il va enregistrer ça automatiquement. Donc ici, là, le fichier qui est ouvert, c'est les feature importants. Donc, il va nous le faire par défaut. Il va nous afficher donc, les features les plus importantes. Et ensuite, il va nous donner le modèle qui est là. Et ensuite, un fichier de configuration Conda YAML si on utilise Conda. Comme ça, on va pouvoir très rapidement recharger le modèle. Aussi un requirement txt si, avec les dépendances également qu'on a. Et modèle XGB. Du coup, j'ai dû confondre avec le truc tout à l'heure. Donc là, du coup, on a le modèle XGB. Et il nous donne un snippet de code pour pouvoir le lancer automatiquement. Enfin, automatiquement beaucoup plus rapidement. On copie-colle le contenu ici. Et on va pouvoir faire des prédictions avec ce modèle-là. Donc là, on le charge. Ici, c'est en utilisant sur un Spark Data Frame. Et ici, en utilisant Panda, tout simplement. Voilà pour la première partie d'introduction à MLflow et comment ça va nous permettre d'itérer sur la recherche du meilleur modèle en gardant une trace assez simplement. Quelques fonctions, set log, log params, log, etc. Et tout de suite, on va avoir un historique automatique, assez agréable à utiliser. Alors, quelques mots sur le modèle management. Donc finalement, le MLOps, ça englobe toutes ces différentes parties, le sourcing de data, le labeling, le versionning. Il y a un focus sur l'experiment tracking, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant avec MLflow, entre l'entraînement du modèle, l'évaluation et les différents hyperparamètres, et on va itérer dessus. Quand on sort de ça et qu'on a trouvé notre bon modèle, on veut le versionner. On va vouloir versionner notre modèle, on va vouloir le déployer. Ça, c'est la phase justement de modèle management. Et une fois qu'il est déployé, on va vouloir monitorer les prédictions, mais pas que, et également les données en entrée, etc. Donc l'ensemble de ça, c'est le MLOps. On ne peut pas tout faire avec MLflow. MLflow, on peut faire l'experiment tracking et le model management, mais on ne pourra pas faire au-delà, en tout cas pour le moment. Déjà, ça sera pas mal quand on arrivera à faire ça. Alors, model management, ça me rappelle les rapports qu'on faisait, qu'on devait faire, et qu'on était à peu près 6 dans un groupe, entre les V1, les V2, les noms des fichiers, les noms des rapports, fusionnés à la main, c'est assez pénible. Et finalement, versionner un modèle, il existe des outils qu'on n'abordera pas ici, comme DVC, qui est finalement du versionning de modèles. Mais en règle générale, il y a de fortes chances que dans votre organisation, ce soit organisé comme ça, avec des V1 ou au mieux avec des dates, horodatées, etc. Mais cette organisation, c'est sous nos erreurs, il n'y a pas de versionning, il n'y a pas d'héritage il n'y a pas de lien facile à voir entre les différentes versions. Avec MLflow pour loguer les modèles, donc
le autolog le faisait automatiquement, mais on peut soit le faire en mode artefact, la première ligne de commande, log artefact, le nom de votre modèle et le chemin d'accès sur lequel vous voulez le mettre. Et si vous utilisez un framework qui est supporté par MLflow, ben, vous allez mettre MLflow, point le nom de votre framework, c'est Scikit-learn, XGBoost ou autre, point log modèle, et ça va également fonctionner. Ça, c'est notre modèle qu'on avait enregistré au tout début, là, donc notre régression linéaire. Donc, on peut la télécharger si on va dans le run approprié. Ça, c'est ce qu'on avait sur le autolog de XGBoost. Donc, on avait toutes les informations de notre modèle, la version de XGBoost, la version de MLflow, le run ID, le modèle ID, etc. Donc, dans le ML modèle, on a toutes les informations sur le modèle. On peut charger le modèle ensuite selon deux manières, soit une fonction Python, c'est ce qu'on a. Et donc pour ça, on a les premières informations ici dans le cadre, ou comme un modèle XGBoost. Et donc on a les infos nécessaires également ici. Donc là, il y a simplement un bout de code pour sauvegarder le préprocesseur, là, le vectorizer qu'on avait créé. On fait ça. Donc on l'enregistre avec Pickle et ensuite on le log dans MLflow, qui permettra du coup de l'associer au run en cours. Et le modèle, on utilise la méthode logModel, donc qu'on avait définie précédemment. Ensuite, ce qu'on fait, donc là, une fois qu'ils sont sauvegardés, pour le récupérer, bah, il nous faut simplement son chemin d'accès avec notamment son ID. Et ici, on le log en tant qu'une fonction Python. Donc, il suffit de dire load model et le chemin d'accès avec mlflow.pyfunc. Et ça fonctionne très bien. Là, on voit quand on print ce modèle-là, on a les différentes infos nécessaires. Alors, du coup, pour revenir sur les différents formats de modèles supportés par MLflow, on a les grands classiques, hein, TensorFlow, Keras, PyTorch, XGBoost, Scikit-learn, SpaCy, Onyx, etc., etc. Deux manières de les sauvegarder, donc soit en fonction Python, soit en- avec leur module de base, FFmpeg de base. Euh, et du coup, maintenant, on va s'intéresser à la partie suivante où on va pouvoir justement les déployer facilement dans n'importe quel euh, service que vous voulez, qu'on voit sur la droite. On va donc parler de modèle registré. Vous avez sûrement vu ça. Si c'est pas par mail que vous avez envoyé des modèles, c'est peut-être par clé USB, par serveur FTP ou directement sur Slack. Mais voilà, de la même manière que on fait encore ça euh, dans le monde du machine learning, comme on faisait ça dans le monde du logiciel il y a quelques années. Maintenant, dans le monde du logiciel, j'espère que ça se voit plus d'envoyer un point jar ou un point zip avec votre application React ou autre par mail. Maintenant, on a les outils qu'il faut pour le logiciel et donc pour le machine learning. On va voir aussi que maintenant, on va pouvoir se baser sur MLflow pour améliorer cette expérience-là. Donc l'idée, c'est que on a notre tracking server de base qui a enregistré tous nos runs, qui a suivi les modèles, les artefacts associés. Et maintenant, une fois qu'on a fait suffisamment de runs et qu'on a trouvé la bonne combinaison, on va enregistrer un modèle. Donc on va dire ce modèle-là, je le mets en staging. Et ensuite, on va avoir un historique de tous les modèles qu'on fait passer en staging, entre le staging, la production, le dev, etc. Et puis de temps en temps, on va aussi les archiver. Donc on va avoir tout cet historique grâce au module de modèle registré de MLflow. Donc pour ça, en fait, si on retourne sur un run, comme on avait tout à l'heure, en haut à droite, quand vous cliquez sur donc, les artefacts, vous avez le bouton Register modèle. Et donc il va suffire de cliquer sur ce bouton pour faire passer le modèle d'un run au registre de modèle, tout simplement. Donc là voilà, on vient d'enregistrer notre modèle. Et maintenant on va cliquer sur le lien pour arriver non plus dans l'onglet Experiments, mais dans l'onglet Models.
Là, j'ai un modèle qui est en deux versions. Donc, c'est bien sûr, donc c'est un modèle par rapport à une expérience. Donc là, il est en version 2. On a la date. Si on clique dessus, on va pouvoir récupérer les deux versions. Et donc, et pour chacune des versions, là, sur la version 2, on va avoir l'ensemble des tags, des schémas, etc. pour le déployer. En cliquant sur le stage, on va pouvoir le bouger de staging à production ou aux archives avec le clic seulement. Là, du coup, j'ai mis la version 2 en staging. Automatiquement, il a mis le premier aux archives, pas de souci. Par exemple, on peut choisir si le fait d'avoir un seul modèle par stage ou le fait de pouvoir garder plusieurs modèles par stage. En fonction de vos contraintes, ça peut vous servir. Là, on l'a fait au clic, donc c'est pratique si les personnes qui sont en charge du déploiement ne sont pas forcément, n'ont pas accès au code ou ne veulent pas en faire, tout simplement. On peut le faire évidemment avec du code. Donc là, on va utiliser le client pour faire une recherche de runs. Donc là, on va, parmi notre expérience qui a l'ID 1, on va récupérer les runs actifs, maximum 5, ordonnés par la métrique RMSE. Donc là, on va récupérer les runs les plus performants. On a repéré celui qui était le plus performant, donc en fait, on récupère son ID et on l'enregistre, on le register avec cette ligne de code, donc mlflow.register modèle, ce qui va forcément ajouter une version de modèle dans le registre. Voilà. Donc là, on l'a fait une troisième fois, ça n'a pas fonctionné, donc on l'a supprimé. Et je l'ai fait une quatrième fois. Donc là, on a notre quatrième modèle qui est enregistré, qui est associé à aucun stage pour le moment, mais il est là. Il a été validé par l'équipe des data scientists. On peut bien évidemment donc récupérer les différentes versions avec du code. Donc là, voilà, on récupère les dernières versions avec à chaque fois le numéro de la version et le stage en cours. Et là, on va vouloir justement changer le stage du modèle. On lui précise la version, le stage vers lequel on veut le mettre, et si on veut archiver les versions existantes qui sont dans ce stage-là. Donc là, on ne va pas. Donc on aura, normalement, si je ne me trompe pas trop, on aura deux modèles en version staging. Et ça, on ne le verra pas. Donc voilà, donc pour résumer, donc le client MLflow, enfin la classe MLflow Client, ça permet d'utiliser la partie tracking pour créer et gérer ses expériences et ses runs, c'est ce qu'on a vu au tout début. Et là, on vient voir, ça permet également de gérer les modèles qu'on veut enregistrer avec leurs différentes versions. Il faut juste bien penser au début donc, à mettre MLflow Client et préciser le tracking URI. Donc là, ça c'est la base justement où on va sauvegarder les informations du modèle enregistré. Donc ça c'est une synthèse de ce que j'ai dit. Donc la gestion des modèles dans MLflow, donc ça permet d'avoir un store centralisé, une API, évidemment. Donc là, en fait, on a vu l'interface graphique, mais il y a aussi, on peut tout faire via en API, ce qui permet de collaborer beaucoup plus facilement. Ça permet également d'avoir un historique des modèles, d'avoir un versionning, des transitions de stage et de mettre des tags, des annotations pour faciliter la mise en production des modèles. Alors en pratique, il y a plusieurs cas qui peuvent se présenter à vous. Vous êtes tout seul en solo sur votre machine, vous participez à une compétition de machine learning, ça peut être utile de mettre MLflow en place pour avoir cette historique-là. Vous pouvez être une équipe hétérogène avec un data scientist qui travaille sur un modèle et d'autres personnes autour qui vont avoir besoin d'utiliser ce modèle, pardon. Et enfin, dans d'autres cas, vous êtes plusieurs data scientists qui travaillent sur différents modèles en parallèle. Donc, dans tous ces cas-là, MLflow vient forcément résoudre des problèmes que vous devez rencontrer au quotidien. Configurer MLflow, donc vous pouvez tout faire en local, ça marche très bien. Et bien évidemment, vous pouvez déployer tout ça
en remote, que ce soit donc le store d'artefacts, parce qu'au bout d'un moment, stocker tous ces modèles sur votre serveur, sur votre machine, ça va faire un peu lourd. Donc vous allez souvent configurer des buckets S3 ou enfin, des buckets de storage, quel que soit le provider. Et pareil pour le tracking server, il sera rarement local. Vous allez configurer une machine pour l'ensemble de l'équipe. Et comme ça, tout le monde aura accès au même tracking server pour suivre les différents runs. Ah, donc l'intérêt de configurer le remote, le tracking server en remote, c'est ça, c'est de permettre à tous les data scientists d'utiliser le même, de permettre product owner ou responsable du déploiement de déployer et de gérer les différents modèles à la main. Et également de donner un peu de la visibilité au travail des data scientists et pas les laisser enfermés sur leur notebook Jupyter. Des contraintes de MLflow, notamment sur un serveur partagé, c'est la sécurité, puisque par défaut il n'y a pas de sécurité, donc pensez à configurer notamment via un VPN. En termes de scalabilité, il y a 2 retours d'expérience de sociétés qui ont utilisé MLflow euh, sur des projets assez gros. Je vous laisserai en prendre connaissance. L'isolation, c'est-à-dire que il n'y a pas forcément de convention, donc ça peut être pas mal au sein de votre équipe de définir un ensemble de normes pour retrouver plus facilement les modèles que vous voulez, les expériences, etc. Pareil pour les artefacts, faire en sorte que leur, euh, qu'ils soient bien protégés, que leur accès soit sécurisé. Une autre limite, c'est l'authentification. Donc la version open source, donc il n'y a pas d'authentification ou de gestion des utilisateurs. Juste là sur la partie utilisateur, donc ça log le nom d'utilisateur, mais en fait ça c'est par rapport au Python que vous lancez. Il récupère uniquement l'utilisateur de la machine qui lance le script. Il ne faut pas créer un compte MLflow, vous êtes directement sur le dashboard MLflow pour consulter. Donc sur les limitations, le versionning des données, ça fournit pas de solution. Ça fournit une solution pour versionner les modèles, mais pas sur la data. Donc il n'y a pas de solution toute faite. Je parlais tout à l'heure de DVC, on en parlera sûrement plus tard. Il n'y a pas la partie monitoring alerting une fois que le modèle est en production. Donc c'est pas leur but. Mais encore une fois, il y a des outils qui permettent de le faire. Et enfin, les alternatives, il y en a 4 aujourd'hui qui sortent du lot, Neptune, Comet, Weight and Biases. Et le dernier dont j'entends beaucoup parler ces derniers temps, c'est Abacus, très actif. Et la promesse d'Abacus, c'est justement de fournir un système AI de bout en bout sans effort et at scale. Donc de fournir plein de choses pour que ça marche et que vos équipes de data scientists s'éclatent. Donc je ne l'ai pas testé, mais ils ont l'air très bons. J'ai regardé quelques conférences d'eux et je crois que c'est monté par une ancienne de Uber ou de Google, je sais plus. Donc à voir si l'un d'entre vous a pu tester ou autre. Je suis vraiment preneur de retour d'expérience. Hop. Et là donc on va retrouver donc la partie data pipelines, observabilité. Non, vraiment je suis preneur de ce qu'ils peuvent faire. Hop. Et voilà, donc ça conclut cette première partie de MLflow, d'introduction à MLOps plutôt avec MLflow. Euh, donc je continue donc comme je le disais en introduction, donc ça c'est une synthèse d'un MOOC, d'une formation que je suis en ligne. Donc la formation est en cours, donc je vous tiendrai au courant des avancées. Moi cet exercice c'est surtout pour me former et avancer et grandir un peu chaque jour. Je jetterai un coup d'œil à Abacus. Enfin, j'espère avoir le temps parce qu'il y a plein d'autres choses à faire avant.
Mais voilà, j'espère que vous avez appris des choses